Salut, donc je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous une question qui me semble intéressante suite à la demande d'une personne abonnée de ma chaîne qui m'a dit: Mariette, est-ce que tu pourrais nous refaire un point sur la CNDA? Sur la CNDA, j'aurais pu vous faire un point sur les nouveaux textes de loi, mais ça ne sera pas l'objet de ma vidéo parce que, entre-temps, j'ai eu un échange avec un avocat avec qui j'ai l'habitude de travailler sur les dossiers. Donc c'est un avocat très carré, hein, il est très professionnel et j'aime beaucoup sa manière de travailler. Donc quand on prépare du coup les dossiers pour certains publics, pour certains usagers, je me suis rendu compte que voilà, il y a des éléments qui ramènent et j'ai voulu du coup m'appuyer sur ces éléments-là pour vous mettre à jour si vous voulez, parce que des vidéos sur la CNDA, j'en ai fait un petit paquet, j'en ai fait des vidéos du coup pour les conseils à l'OFPRA et à la CNDA, et d'ailleurs cette vidéo-là, elle pourrait convenir à une personne, elle pourrait voilà, être utile à une personne qui va être convoquée à l'OFPRA et qui est en attente. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils. La liste, elle est non exhaustive, hein, c'est-à-dire c'est une liste qui pourrait toujours être complétée. Ce n'est pas une parole d'évangile, voilà, ce sont des conseils qui s'appuient du coup sur l'expérience de terrain. Et ma petite expérience de terrain me permet du coup de pouvoir vous donner ces éléments-là qui ont été du moins approuvés par l'avocat avec qui j'ai coutume de bosser. Donc ces éléments-là, pourquoi ces éléments-là? Ces éléments-là, tout simplement parce que vous êtes plusieurs hein, à être dans la procédure de demande d'asile, mais à avoir très peu d'informations ou à manquer crucialement de cohérence dans la présentation des éléments qui vous poussent à partir de votre pays. Et je me suis dit, dans cette vidéo, je vais reprendre du coup ces certains éléments que je juge utiles, que je juge importants à savoir quand vous êtes convoqué à la CNDA. Donc cette vidéo peut convenir à une personne à l'OFPRA, mais est surtout adressée aux personnes qui attendent d'être convoquées à la CNDA. Donc vous êtes demandeur d'asile, vous attendez du coup, vous avez eu vous avez donc reçu une notification d'une décision négative à l'OFPRA, c'est-à-dire qu'en gros, l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, a rejeté votre dossier et vous avez formulé une requête contre cette décision-là auprès de la CNDA. Disons, avant de rentrer dans les détails des éléments à présenter, petit rappel, l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, au niveau de son statut juridique, c'est un service public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. La CNDA, c'est une juridiction administrative dont le rôle, la mission est d'examiner les requêtes, les recours des personnes formulées contre une décision à l'OFPRA. Ceci m'amène à vous présenter le premier point. Le premier conseil que je vous donne, vous qui regardez cette vidéo au sujet de la CNDA et de l'OFPRA et de la CNDA, c'est que l'OFPRA et la CNDA sont interconnectés. Pourquoi je le dis? Quand vous présentez une... Qu'est-ce que je disais? L'OFPRA et la CNDA sont interconnectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous formulez une demande de protection à l'OFPRA, parce que oui, l'OFPRA, c'est l'organisme chargé de vous protéger. J'ai fait des vidéos où je vous disais que ce n'est pas la CNDA qui vous protège, c'est l'OFPRA. Quand vous soumettez une demande de protection à l'OFPRA pour étude, prenez le temps de bien travailler votre récit de vie et surtout les éléments de crainte. Pourquoi je le dis? Parce que je me suis rendu compte que certaines personnes, certains demandeurs d'asile ne pensent que l'OFPRA et la CNDA, c'est deux éléments distincts qui ne se parlent jamais, qui ne se voient jamais. Non.
quand vous avez un rejet à l'OFPRA, vous formulez une requête où vous demandez à la Cour de réexaminer, d'examiner votre demande contre la décision qui a été émise émanante de l'OFPRA. Dites-vous, et c'est vraiment un conseil, c'est vraiment un élément sur lequel je veux que vous preniez conscience. Je veux vraiment que vous sachiez que votre dossier à l'OFPRA, vous devriez le travailler. Vous qui êtes à l'OFPRA et que vous regardez cette vidéo, ou vous qui êtes à la CNDA, déjà pour ceux qui sont à l'OFPRA, un dossier OFPRA se travaille. Un récit OFPRA se travaille. Un entretien à l'OFPRA se travaille. On ne se présente pas à l'OFPRA sans avoir préalablement préparé son récit et bien, parce que des fois, vous présentez des dossiers, vous présentez des récits de vie et quand le dossier est rejeté, vous voulez changer d'histoire. Je vais donner un exemple simple. J'ai accompagné un monsieur qui me dit, qui a soumis son dossier à l'OFPRA pour étude, pour examen, et ce dossier a été rejeté pour des raisons propres, pour des raisons qui poussent du coup le monsieur à me dire, moi je veux faire une requête, je veux formaliser ma requête auprès de la CNDA contre cette décision, ce qui est normal et qui est un droit. Sauf que au moment de préparer le recours, cette personne-là décide comme ça de ramener une nouvelle histoire. Parce que, comme l'histoire précédente, le premier récit n'avait pas fonctionné, la personne s'est dite qu'elle pouvait présenter une nouvelle histoire. Ce n'est pas possible. L'OFPRA et la CNDA se parlent. L'OFPRA et la CNDA se communiquent. Ce sont des entités, bien que c'est un établissement public, l'OFPRA, et c'est une administration juridique, une juridiction administrative, la CNDA, mais ils trouvent moyen de se parler. En fait, si vous voulez, vous n'allez pas demander, quand vous demandez à la CNDA de revoir la décision émise par l'OFPRA, c'est tout à fait légitime que la CNDA demande à l'OFPRA le dossier initial. Et vous êtes tout à fait d'accord avec moi que si vous avez dit, je vais prendre un exemple simple, une personne qui va à l'OFPRA, qui dit à l'OFPRA qu'elle n'a plus de parents, elle est orpheline. La personne informe l'OFPRA qu'elle est orpheline. Dans l'enregistrement, c'est marqué que la personne, dans le dossier, dans le récapitulatif de l'entretien, c'est marqué que la personne a dit qu'elle était orpheline. Dans l'audio, l'entretien l'enregistrement, la personne dit être orpheline. Mais à la CNDA, la personne revient en disant « mais j'ai des parents qui vivent à tel endroit ». Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut être cohérent dans ce que vous faites. Pourquoi la cohérence? Parce que les éléments que vous avez précisés, l'OFPRA, avant de rejeter votre dossier, a dit pourquoi il rejetait le dossier. A donné des informations qui le poussaient, a donné des éléments qui le poussent, l'OFPRA, à rejeter votre dossier. Donc si, au lieu de reprendre, je vais prendre le cas de la personne du coup qui dit mais je veux présenter une nouvelle histoire. Vous allez présenter une nouvelle histoire à qui? Est-ce que c'est la CNDA qui étudie les dossiers de demande d'asile? Ben non, c'est l'OFPRA. C'est l'OFPRA qui étudie les demandes de protection. Donc la CNDA, qu'est-ce qu'elle joue comme rôle? Son rôle, c'est juste examiner le rejet. Il y a un rejet qui a été formalisé, donc elle examine. Elle examine une décision qui a été émise. Elle ne va pas étudier un nouveau dossier. Donc, premier conseil, attention quand vous déposez vos dossiers OFPRA, vos récits de vie. Soyez cohérent dans votre récit de vie et même à l'entretien que vous aurez avec l'officier. Soyez suffisamment calme et posé pour pouvoir bien, dans un premier temps, écouter la question pour pouvoir y répondre. Ne répondez pas aux questions qui ne vous ont pas été posées. Et du coup, quand vous répondez à une question ou vous répondez à quelque chose qu'on ne vous a pas posé avec des éléments qui ne sont finalement pas vrais, vous vous mettez en difficulté. Parce qu'après, à la CNDA, il faudra défendre en fait. La CNDA ne va pas réétudier de nouveau dossier. La CNDA vous entend sur quels sont les éléments que vous avez dit à l'OFPRA pour que l'OFPRA ne veuille pas vous protéger. Ça, c'est un élément important.
Qu'on soit à la CNDA ou qu'on soit à l'OFPRA, il faut que votre récit de vie soit cohérent. Il faut que les réponses apportées à l'officier lors de votre entretien à l'OFPRA soient des réponses cohérentes en lien avec l'histoire que vous avez présentée. Parce que en fait, c'est comme le nez sur le visage. On ne peut pas l'éviter. On le voit dès que vous rencontrez quelqu'un. La première chose qu'on voit, c'est votre nez. Vous ne pourriez pas présenter quelque chose et quand il faut défendre les éléments présentés, vous disparaissez ou alors vous n'êtes plus d'accord. Ou alors, à moins que il y a des histoires où le traducteur présent le jour de l'entretien n'a pas fait son travail. Mais par contre, ce qui vous protège, c'est l'audio, c'est l'enregistrement de l'entretien qui finalement, on va bien pouvoir dire, mais lui, il n'a pas dit ça, le traducteur n'a pas fait son travail, il a traduit des choses qui n'étaient pas exactes. Là, vous êtes protégé. C'est d'ailleurs pour ça que l'administration tenait, cet établissement public tient à enregistrer les entretiens. C'est pour qu'après, l'usager ne dise pas, ou le demandeur d'asile ne dise pas, mais non, il s'est passé des choses. Mais oui, il s'est passé des choses. On a l'entretien. On a l'enregistrement. On peut toujours y retourner pour voir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, premier conseil, l'OFPRA et la CNDA sont des éléments communiquent. Et parce que ce sont des établissements qui communiquent, ils peuvent communiquer sur des éléments que vous avez dit et parce qu'à la fin de l'histoire, si vous voulez, quand la CNDA, vous avez gain de cause, vous avez réussi à convaincre les juges de la CNDA, mais ce n'est pas la CNDA qui vous protège. Les juges vont demander à l'OFPRA de vous protéger parce que les éléments que vous leur avez ramenés sont des éléments cohérents et l'OFPRA n'avait pas à statuer, n'avait pas à donner cette décision négative. Elle demande à l'OFPRA de revenir sur sa décision. On est bien d'accord. Donc vraiment, premier point, le courrier, le récit de vie que vous envoyez, c'est un récit de vie qui vous suivra. Qui vous suivra dans votre procédure de demande d'asile, pas dans la vie de tous les jours, hein, non, dans la procédure de demande d'asile. Quand vous serez dans la procédure et que vous voudriez formuler une requête auprès de la CNDA, l'histoire que vous avez présentée, c'est elle que vous devriez défendre jusqu'à la fin de la procédure. Et même quand il y a réexamen, c'est une histoire qui reviendra. Donc voilà, attention à faire des histoires ou alors attention à bâcler cette partie-là. Elle ne fait pas tout, il faut le dire. Ce n'est pas le récit de vie qui fait tout, parce qu'il y a une partie entretien, le récit de vie, il joue pour, moi je dis souvent le récit de vie, il joue pour 30% et l'entretien pour 70%. Donc, le récit de vie, c'est un élément à ne pas bâcler. C'est un élément à vraiment le faire avec beaucoup, beaucoup d'attention. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est ce que je vais appeler les éléments de départ. C'est-à-dire que l'événement, il faut vraiment que vous fassiez attention entre... Il y a deux cas. Quand vous dites, moi je crains quelque chose et je pars de chez moi. Je crains, donc il y a l'objet, il y a la crainte et il y a moi. Faites attention quel est le temps qui se passe entre l'événement de crainte, c'est-à-dire l'événement de persécution et mon départ du pays. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Je vais réexpliquer pour que ce soit plus clair pour vous. Je suis persécuté. Je vais prendre un exemple. Je suis persécuté le 1er mars. Et finalement, je quitte mon pays 18 mois plus tard. Donc, dans ce deuxième conseil, c'est le temps qui s'écoule entre le moment de la persécution et votre départ du pays. Je l'ai reformulé en autre manière. Le deuxième conseil, quel est le temps qui sépare l'événement de persécution, c'est-à-dire la persécution et votre départ du pays? Il faut le préparer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une question, quand elle vous est posée, vous êtes un peu pris de coup et puis vous allez faire n'importe quoi. Il faut préparer. Un entretien, ça se prépare. C'est-à-dire que posez-vous cette question. Quel est le temps qui sépare la persécution
et mon départ de mon pays. Parce que dans cette question-là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est, je vais prendre mon exemple, Mariette, je suis persécutée au 1er mars 2024 et je décide. Je disais tantôt, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis persécutée lundi et je pars mardi. Comment je suis partie? Par vol, à pied, par la route? Il faut que ce soit clair pour vous. Pourquoi je suis partie mardi? C'est une question qui peut vous être posée. Pourquoi vous êtes parti mardi? Il faut que vous ayez suffisamment préparé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est qu'il faut que vous soyez au fait avec. Il faut que ce soit clair pour vous. Il ne faut pas que vous bégayez quand vous posez cette question. Parce que c'est suffisamment clair. Je suis partie. Si ça se trouve, vous n'avez pas intériorisé cette question. Vous n'êtes pas posé de question, vous êtes parti. Mais il faudra que ça sorte. Vous êtes persécuté lundi et vous partez mardi, c'est un fait. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, vous êtes persécuté lundi et vous partez dans 18 mois. Vous êtes persécuté en mars et vous quittez le pays en décembre. Qu'est-ce que je veux dire par ce conseil-là? C'est-à-dire qu'il faudra justifier du temps que vous avez mis entre le moment où vous êtes persécuté et le moment où vous partez. C'est un élément important. Et à cette question-là, quand je lis les entretiens, je suis outrée. Je dis, waouh! Comment ça se fait que la personne ne soit pas en mesure d'expliquer ou de répondre à une question aussi simple? Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous êtes persécuté lundi et vous avez décidé de partir mardi? Vraiment, l'idée que vous devriez comprendre, et vraiment là où je veux insister, hormis la question du lundi, mardi, mars ou décembre, c'est la question de pourquoi vous êtes persécuté d'un côté un jour et vous partez le lendemain. Et pourquoi vous êtes persécuté un jour et vous partez 1 an, 6 mois, 12 mois, 2 ans plus tard. Il faut que ce soit clair pour vous. Vous avez certainement des raisons qui vous ont empêché ou facilité le départ. Pour ceux qui détiennent déjà des visas, ça peut être un élément facilitant parce que est-ce que c'est quand vous avez obtenu le visa que vous avez soudainement eu envie de partir? Comment ça se fait que l'obtention du visa et votre départ du pays finalement et la persécution et l'élément de persécution soient finalement très rapprochés? Ce n'est pas, en fait, ce sont des éléments qui peuvent, ça peut être des éléments de suspicion. C'est-à-dire que le juge qui vous entend ou l'officier qui vous entend peut avoir des doutes. Il est en droit d'avoir des doutes. Il est en droit d'avoir des doutes sur les éléments que vous apportez. Mais par contre, plus vous allez être cohérent, j'ai parlé de cohérence, plus vous allez être précis, plus l'officier ou les juges seront à même vous serez à même de crédibiliser votre histoire, crédibiliser votre récit de vie, crédibiliser votre demande de protection. Ça, c'est vraiment un conseil pour lequel il faut être au clair. Il faut vraiment vous poser ce conseil-là. Donc, premier conseil, je vous ai dit, le premier point à intérioriser et à prendre conscience, c'est que l'OFPRA et la CNDA sont en lien et communiquent. Le deuxième point, ce conseil, c'est du coup, est-ce que vous êtes au clair entre votre départ, entre l'élément de persécution et le temps de départ? Quel est le temps qui s'écoule entre ces deux moments-là? Est-ce que parce que vous avez été persécuté, vous êtes parti tout de suite? Ou alors, est-ce que vous avez été persécuté, vous avez déménagé, vous êtes allé ailleurs, vous vous êtes caché? L'idée, c'est de le justifier. Si vous n'êtes pas parti tout de suite, pourquoi? Est-ce que vous êtes quand même resté dans le même endroit? Parce que c'est ça la question.
Vous dites, je suis persécuté, mais je suis parti 18 mois plus tard. Ou dans votre dossier, par rapport à quand vous êtes parti, on se rend compte que vous étiez persécuté, mais finalement, vous avez quitté le pays. Parce qu'il y a des dates. Quand vous dites quand est-ce que vous êtes parti, quand est-ce que vous avez quitté définitivement le pays, c'est marqué dans le dossier. Donc, ces éléments-là permettent d'apporter, ou non, une forme de crédibilité à ce que vous racontez. Plus les éléments seront clairs, plus ces éléments-là seront conscientisés, plus vous serez à même d'y répondre avec simplicité. Parce que l'idée, ce n'est pas de s'inventer des réponses. L'idée, c'est juste de prendre conscience que c'est une question, en fait. Parce que les personnes, quand elles arrivent à la CNDA ou quand elles vont à l'OFPRA, elles sont tellement focalisées sur l'histoire qu'elles vont raconter, sur le récit de vie, sur la pertinence du récit de vie. Ben oui, le récit de vie se doit d'être pertinent, mais il y a des éléments qui sont, pour moi, qui sont importants et qui apportent du crédit ou qui décrédibilisent un récit. Ce sont ces éléments-là. C'est-à-dire que je suis partie de chez moi, il faut être au clair avec, je suis partie de chez moi un jour plus tard parce que je ne pouvais pas rester dans cet endroit-là, c'était trop dangereux. Ou alors, je suis partie ailleurs, je n'ai pas quitté le pays tout de suite, je suis allée me cacher ailleurs et puis voilà. Ce sont des éléments qu'il faut travailler. Un autre élément, un autre conseil, je dirais, un troisième conseil que dont je vais partager avec vous, c'est l'actualité des craintes. Donc, avant de parler de l'actualité des craintes, je vais peut-être aborder déjà la question des persécutions en elles-mêmes. C'est-à-dire, ok, je suis partie de chez moi parce que je courais un énorme danger. Parce qu'il y a la question du danger. Un exil, l'exil ne se fait pas. Persécution, quand on craint pour sa vie, on craint pour sa vie parce que on a fait des choses, on représente quelque chose qui vont nous mettre en danger. Donc, ces choses-là ou ces événements-là vont faire que la personne se sente en danger. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les craintes, les types de craintes. Il faudra aller regarder la vidéo. Sur ces types de craintes-là, donc, on est au clair avec. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, quand je parlais tout à l'heure de cohérence, c'est la question de, quand vous dites, moi je vais reprendre un exemple, quand vous dites, il y avait un mandat d'arrêt, parce que j'ai souvent eu ces histoires, il y avait un mandat d'arrêt qui pesait sur moi, et vous avez pris un vol avec votre identité. Pourtant, il y avait un mandat. C'est généralement quand il y a les histoires en lien les craintes avec les opinions politiques, les gens me sortent. Il y avait un mandat d'arrêt et j'ai pris un vol et je suis arrivée par vol. Ah non, les gars, soyons cohérents. Là, il n'y a pas de cohérence. Hein. C'est-à-dire que faites attention entre l'élément de persécution, la pertinence de la persécution et la pertinence des voies et moyens que vous prenez pour quitter le pays, pour partir du pays. Si vous dites que vous êtes persécuté, il faut que ce soit cohérent et pertinent. La question de la pertinence, je vous l'ai souvent dit, quand une histoire n'est pas pertinente, elle perd son intérêt et elle perd sa véracité. Voilà, il suffit, ça se trouve, c'est parce que vous avez manqué d'apporter d'autres éléments et du coup, on n'arrive pas à les mettre bout à bout. Vous avez peut-être pris le vol, mais peut-être pas sous votre identité. Mais comment l'officier le sait si vous ne le dites pas? Si vous dites tout simplement j'ai pris un vol, mais sous quelle identité vous avez pris un vol? Donc voilà, il faut vraiment, le troisième conseil avant de parler de l'actualité des craintes, c'est que la crainte telle que vous la présentez, telle que vous l'avez vécue, il va falloir que ces éléments-là soient en pertinence avec du coup tout l'ensemble, que ce soit après la persécution, votre moment de partie, que la crainte soit en adéquation avec finalement tout ce que vous racontiez avoir vécu. Parce que si vous dites des choses et que finalement l'officier, parce que l'officier il n'est pas là pour vous piéger, hein. Des fois des gens se disent mais oui mais je sentais que, mais il y a des questions que quand l'officier pose,
L'officier est quand même à la recherche de comprendre vraiment ce qui anime cette personne et est-ce que finalement tous les éléments là tiennent sur un pied. Est-ce que tous les éléments apportés mis bout à bout tiennent correctement debout. La question de l'actualité des craintes. Moi, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un point, c'est un quatrième point. L'actualité des craintes aujourd'hui. La crainte pour laquelle vous êtes parti. On en est où? C'est toujours de l'ordre du jour où finalement on n'en parle plus. L'actualité des craintes, j'ai déjà évoqué ce point dans une de mes vidéos. L'actualité des craintes voudrait que vous soyez au clair avec ce qu'il en est aujourd'hui. Je vais revenir sur le deuxième point où je disais le moment de départ et l'événement, pardon, le temps qui s'écoule entre ces deux moments-là. Vous êtes parti de chez vous, vous êtes arrivé en France. Vous êtes parti de pays il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Vous devriez, pour votre dossier OFPRA, à l'OFPRA ou à la CNDA, être au clair avec cet élément qui vous a poussé à quitter tout ce que vous avez. Vous n'allez pas me dire, quand vous craignez pour quelque chose, mais ça, de temps en temps, vous allez vérifier quand même où ça en est. Est-ce que l'élément qui vous menace, qui vous fait tellement peur, est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? C'est normal, c'est un sentiment normal que tout humain a. Quand vous fuyez quelque chose, vous vérifiez que la personne qui vous persécute, est-ce que vous contrôlez quand même les faits et gestes du persécuteur? Parce que vous vous dites, bah, je crains, donc il faut quand même que je sache où on en est. Est-ce que voilà, ce monsieur qui me persécute, est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce que l'élément pour lequel, parce que si j'ai quitté mon village, parce qu'il y avait un élément, je sais pas moi, du tribalisme, est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, on en parle toujours? Il faut que au moment où vous êtes convoqué à l'OFPRA ou à la CNDA, que vous ayez fait un point sur l'actualité de la persécution que vous avez subie. Si moi, Mariette, je suis partie de mon pays parce que je craignais pour mon appartenance à un groupe ethnique, est-ce qu'aujourd'hui dans mon pays, je suis partie il y a 10 ans par exemple, je suis partie il y a 2 ans, je suis partie il y a 1 an, est-ce que les éléments qui ont motivé mon départ, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que la persécution dont je crains, le danger dont je dis craindre, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Parce qu'il s'il n'est plus d'actualité, alors c'est-à-dire que votre demande d'asile n'a plus lieu d'être. Et ça revient du coup à ces éléments de comment on fait pour savoir si la persécution ou si le danger est toujours d'actualité. C'est en s'informant, en regardant sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui il y a des réseaux sociaux. Donc vous pourriez vérifier si par exemple la personne qui vous persécutez est toujours l'actualité de votre pays par exemple. L'actualité de la thématique de votre pays. Par exemple, si c'est la thématique sur l'homosexualité, que dit la sexualité? Est-ce qu'entre-temps, les textes législatifs ont évolué dans le bon sens? Parce que, si vous voulez, il y a des éléments, il y a des choses qui sont répréhensibles. Il y a des éléments qui vous sont condamnés parce que vous, sur un moment, je ne sais pas moi, on dit, je ne sais pas, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle d'un nouveau ministre, d'un nouveau président qui est tout jeune. Donc, il y a des éléments qui peuvent amener, des nouveaux éléments qui peuvent amener. Donc, est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, avant le nouveau président, il y avait des choses qui étaient répréhensibles et qui finalement aujourd'hui ne le sont plus. Donc, l'idée d'aller regarder ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, de regarder l'actualité de votre pays, vous permet d'arriver à l'OFPRA ou à la CNDA préparée. Cette liste-là, ces 4 éléments que j'ai préparés, il y en a d'autres qui feront d'ailleurs l'objet d'autres vidéos. Parce que sinon, cette vidéo, elle risque d'être très très longue et puis elle perd un peu son intérêt. Donc, voilà. Regardez la vidéo, partagez-la. Parce que oui, certainement, il y a des gens qui peuvent être dans ce cas-là, qui attendent d'être convoqués à l'OFPRA ou à la CNDA et qui se posent des questions sur, voilà, qu'est-ce que je dois, comment, oui. Parce que quand on est convoqué, on a plein de questions. Donc, d'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo et puis à très bientôt.